laisse. Bonjour à tous et bonjour à toutes. Alors, bienvenue pour ce Zoom métier sur comment booster ma candidature. Je me présente, je suis Céline Laloux, je suis responsable du département formation métier chez Bioforce et je suis accompagnée de Estelle. Bonjour à tous et à toutes, je suis Estelle Robert, fondatrice de Humanitalent, cabinet RH spécialiste de la solidarité internationale. Je fais du conseil RH, de la formation et du recrutement. Donc je vais essayer de vous apporter toute mon expérience en recrutement. Et voilà, moi je travaille pour Bioforce, qui est un centre de formation au métier de l'humanitaire. Donc on a un centre à Lyon, un centre à Dakar. Et nous, on se centre plutôt sur la partie formation, préparation à l'entrée ou à l'évolution dans le secteur. Et moi, je vais vous parler du coup de la partie un petit peu avant sur comment préparer sa candidature. On va essayer d'être le plus concrète possible dans les conseils et les orientations qu'on peut vous donner. Et puis il y aura un temps, bien sûr, de questions-réponses à la fin. Tu veux que je le fasse pendant Oui, ça je veux bien. Ouais. Alors, comme je vous disais, moi, je vais vous parler de ce qu'il faut préparer avant de postuler. Alors, vous avez bien vu, le mot central de la phrase, c'est préparer. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que postuler, c'est une étape qui vient quand on est dans un processus de candidature, mais c'est pas la seule. Moi, ce que je vous propose, c'est qu'on regarde ensemble une série de 5 étapes qui vous permet de voilà, comment préparer vraiment bien votre candidature. Quand on dit préparer, ça veut dire prévoir un temps suffisamment long, en sachant qu'on ne sait jamais combien de temps ça peut prendre d'obtenir un poste. Une recherche de poste, c'est souvent un processus qui peut être un peu ardu, qui peut prendre du temps. Donc voilà, je vous propose 5 étapes à traverser dans un ordre logique, mais qui n'est pas séquentiel, bien sûr. Il y a parfois des retours aux étapes précédentes. Alors, la première étape, on parle de comprendre le secteur. Alors, à nouveau, l'idée, c'est quoi ? C'est de prendre le temps pour vraiment comprendre où vous mettez les pieds, pouvoir évaluer et comprendre comment fonctionne le secteur dans lequel vous voulez évoluer. C'est-à-dire connaître les acteurs, connaître le fonctionnement, connaître les statuts, identifier les compétences recherchées, les métiers, bien sûr, et les postes cibles qui vont être pertinents par rapport à votre profil. Alors, comment est-ce qu'on fait cette exploration ? Alors, il y a pas mal de plateformes qui existent pour pouvoir avoir un aperçu du secteur. Il y a la plateforme Solidaire, qui est un site d'information qui a été co-construit par plusieurs structures, dont Bioforce, qui vous permet d'avoir un aperçu des métiers, des possibilités de formation, des différents métiers et du coup, quel type de profil et compétences sont nécessaires. Je pense aussi à des sites, des plateformes comme Coordination Sud, comme Relief Web, qui sont des plateformes françaises pour Coordination Sud, internationales pour Relief Web, où vous pouvez voir à la fois des informations, des offres de poste, des actualités, qui sont pas mal des sources intéressantes aussi pour aller glaner toutes ces informations-là. Il y a aussi des sites comme Disaster Ready ou les plateformes Kaya sur lesquelles vous avez des mini-modules de formation qui vous permettent aussi de vous concentrer sur une thématique donnée, apprendre le langage du secteur, comprendre comment il se structure. Alors, cette phase, c'est souvent une phase vraiment préparatoire, mais pour pouvoir, vous, après, construire un profil pertinent, c'est important de pouvoir utiliser les codes aussi, le langage du secteur vers lequel vous vous dédiez. Et c'est vraiment quelque chose qui se construit. C'est-à-dire qu'on peut avoir un poste en tête sans forcément avoir le chemin qui permet d'y mener. Et donc, vraiment, pour moi, l'essentiel, c'est accepter aussi les différentes étapes dans l'évolution. Et le fait vraiment qu'évoluer dans le contexte de la solidarité, c'est une carrière et un chemin qui se construit. Donc, ce qui est intéressant, c'est d'avoir un cap et puis de pouvoir décoder et déstructurer aussi les différentes étapes qui vous permettent d'y arriver. Alors, une fois qu'on a une vision un petit peu plus claire du secteur, de comment il fonctionne, des différents acteurs et surtout des compétences et des métiers qui y sont liés, parfois c'est nécessaire de se rendre compte en fait que on a peut-être une expérience et puis des compétences qui y sont liées, mais qu'il y a parfois des gaps entre ce que vous avez et puis les compétences qui sont cherchées dans le secteur. Donc l'étape 2 que je vous propose, c'est de pouvoir identifier ces éventuels besoins en formation
Donc toujours partir des compétences qui sont à développer. Donc vraiment identifier qu'est-ce que je dois développer comme compétences qui peuvent être éventuellement développées sur base d'une expérience, mais aussi par la formation. La formation, c'est souvent un pont qui permet de vous rapprocher de votre objectif de façon un peu plus rapide que par une série d'expériences successives. C'est parfois un temps aussi pour des personnes qui ont déjà un poste, un temps qui permet aussi de se poser, de prendre du recul par rapport à son expérience, de capitaliser, d'identifier les compétences qu'on a déjà, celles qui nous manquent, qui permet parfois de redonner un nouveau souffle aussi quand on est en questionnement ou en reconversion. Et donc les questions à se poser, c'est d'une part les compétences qu'il faudrait développer. Quand vous regardez aussi des propositions de formation, c'est toujours avoir un aperçu sur les débouchés. Peut-être qu'il y a plusieurs possibilités de formation qui s'ouvriraient à vous, mais toujours vous questionner aussi, in fine, qu'est-ce que je veux obtenir avec cette formation ? Est-ce que les débouchés que cette formation propose correspondent aussi à mon projet ? Ou dans l'autre sens, est-ce que finalement il n'y a pas des débouchés que je n'avais pas envisagés et qui seraient intéressants à explorer via cette formation ? La question aussi de la pratique, la théorie, vous allez voir qu'il y a pas mal de formations qui existent sur des niveaux très très différents. On a des formats aussi qui sont différents, mais donc on peut avoir la formation universitaire ou des formations plus théoriques et d'autres qui sont vraiment orientées opérationnelles, qui peuvent très très bien compléter des personnes qui ont déjà un profil avec une formation théorique. Inversement, on a aussi parfois des personnes qui ont une expertise technique avec une formation très très opérationnelle et qui peut se voir complétée par une formation plus théorique pour ensuite être plus pertinent dans le secteur. Donc ça peut se faire dans les deux sens. Et bien sûr, vous questionnez aussi sur vos besoins et quel type de format et modalité serait le plus adapté à votre projet. Ça peut rejoindre des contraintes parfois financières. Tiens, est-ce que je veux garder mon emploi pendant que je me forme, le distanciel, le présentiel. Il y a des atouts et des désavantages des deux côtés. Pouvoir explorer ce critère-là aussi dans vos éventuels besoins de formation. N'hésitez pas à compléter si besoin. Alors quand on dit construire aussi son parcours pour la troisième étape, j'insiste vraiment sur le fait que c'est quelque chose pour lequel il faut être très actif. C'est-à-dire on n'a pas un parcours qui est donné à partir duquel on peut ensuite qui nous mène d'emblée vers telle ou telle direction. C'est vraiment pouvoir se dire ça doit être construire son parcours, c'est pouvoir clarifier les choses, clarifier son objectif. Le cap, en fait, que vous vous donnez, qui peut être un cap idéalisé, ça peut être une direction, simplement. Parfois, c'est un poste idéal, parfois, c'est une idée générale, qui va vous donner une orientation générale dans votre parcours. Mais clarifier cet objectif, c'est souvent la première étape qui va ensuite vous permettre de construire un profil qui va être cohérent avec cet objectif et d'identifier les différentes étapes. C'est bien votre responsabilité et pas celle du recruteur de pouvoir trouver du sens et d'avoir une vision claire de votre parcours. Parfois, moi, j'ai la question qui me vient de tiens, j'ai ce parcours, à quoi ça peut me mener ? Alors, c'est une première étape, mais c'est pas suffisant. La question, c'est aussi qu'est-ce qu'on va aller retirer, qu'est-ce qu'on va aller mettre en évidence dans ce parcours-là pour donner du sens par rapport à un objectif qui doit être fixé. C'est pas le recruteur que vous avez en face de vous qui va vous dire ça a du sens ou pas. Alors, dans une moindre mesure, oui, mais ça va être à vous aussi de le convaincre. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes libre là-dedans. Il n'y a pas de parcours type. Alors, il y a des orientations, bien sûr, qui sont privilégiées, mais vous avez une marge de créativité aussi pour faire des liens, pour montrer à combien votre parcours il est pertinent, pour présenter les choses sous un certain angle. Alors, ce qui est important, au-delà de savoir où vous allez, c'est vraiment pouvoir identifier vos motivations profondes et réelles. Donc, qu'est-ce qui vous anime ? Alors, je ne dirais pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises motivations. Par contre, ce qui est important, c'est de vraiment être au clair avec elles, d'avoir quand même une honnêteté vis-à-vis de vous-même dans les motivations qui vous poussent à faire de la solidarité. C'était une question qui a été abordée d'ailleurs ce matin. Et d'identifier les vraies raisons pour lesquelles vous voulez entrer dans la solidarité. Alors quand je dis qu'il n'y a pas de mauvaise ou de bonne motivation, il y a quand même une sélection à faire, je pense, dans les motivations que vous allez exprimer quand vous allez être face à un recruteur. Je pense que Estelle pourra compléter tout à fait cet aspect-là. Mais au minimum, vous êtes au clair avec ça. Et alors,
je reviens du coup à l'étape première aussi, voir dans quelle mesure certaines de vos motivations trouvent leur place ou non dans le secteur qui est le nôtre, avec aussi ses codes, ses règles, etc. Donc ça, c'est vraiment une étape clé, je pense, de pouvoir identifier. Et puis ensuite, vient avec ça aussi les types de formats que peuvent prendre votre engagement selon cette motivation. Alors, concernant la construction du parcours, ce qui est important aussi, c'est de lister ses expériences, à la fois professionnelles bien sûr, mais aussi toutes les expériences extra-professionnelles qui pourraient être pertinentes pour le secteur. Je pense par exemple à toutes les expériences interculturelles, donc des voyages, des expériences déjà bénévoles, des activités que vous auriez pu mener dans d'autres cadres où vous avez justement expérimenté des changements de cadre. Toujours dans l'idée c'est pas de dire j'ai passé mes vacances à tel endroit, c'est pas tellement pertinent, mais bon voilà, privilégier les expériences où vous avez vraiment eu des rencontres interculturelles, où c'est des choses qui vous ont marqué, questionné, qui ont été peut-être fondatrices dans la réflexion de votre projet, et toujours réfléchir à quel est le message que vous avez envie de passer quand vous présentez telle ou telle expérience. Bien sûr, les expériences associatives, on l'a évoqué aussi, le bénévolat, ça reste vraiment une très bonne porte d'entrée et des vraies expériences à mettre en avant sur votre CV comme expérience professionnelle. C'est souvent l'endroit aussi où on a une idée d'engagement qui peut émerger. Parfois, on vous confie aussi des responsabilités qui peuvent être assez importantes. Donc, ne pas hésiter vraiment à les mettre en avant. Et les expériences personnelles, de nouveau, si ça a du sens par rapport à le projet que vous menez, l'organisation dans laquelle vous postulez, si ça a été peut-être fondateur dans votre réflexion par rapport à votre engagement. Donc toujours en réfléchissant à quel message j'ai envie de faire passer quand je parle de telle ou telle expérience et de vérifier du coup si elle est pertinente. Je pense que le mot-clé, ça reste toujours la pertinence par rapport au projet que vous menez et le lieu où vous voulez être recruté. Et enfin, sur base de la liste de ces expériences, faire le bilan de ses compétences. Alors, on pourrait donner un cours entier sur ces étapes-là, mais c'est pouvoir déduire de vos expériences quelles sont les compétences que vous avez déjà développées, qu'elles soient techniques, donc en lien avec une expertise que vous avez déjà, un métier que vous exercez, mais également aussi toutes vos compétences interpersonnelles, dans ce qu'on appelle vraiment le savoir-être et qui est vraiment clé aussi dans le secteur et vraiment qui peut faire la différence entre vous et un autre candidat aussi. Et ne pas hésiter du coup à transposer les expériences dans un secteur qui est peut-être différent, de les traduire dans le langage du coup qui est utilisé dans le secteur et de pouvoir de nouveau justifier, donner du sens et expliquer en quoi c'est pertinent. Donc j'irais retenir vraiment la construction, dérouler un fil rouge, créer du sens pour le recruteur et que c'est vraiment vous qui avez cette responsabilité-là. Alors, en quatrième lieu, établir sa stratégie de recherche d'emploi. À nouveau, je réinsiste dessus, c'est se laisser du temps. Les recherches de postes en urgence, des fois c'est nécessaire, mais quand on peut l'éviter, c'est mieux. Qu'est-ce que ça veut dire, se donner du temps? Ça veut dire conscientiser que c'est généralement, rechercher un poste, c'est une durée inconnue. Ça peut être le Graal qui tombe le lendemain, on a une offre de poste, ça peut aller très très vite, comme ça peut être vraiment très très long. Je pense qu'il faut garder en tête que parfois c'est une question de qualité de candidature, de pertinence, mais pas toujours. Parfois c'est simplement prendre du temps et postuler, envoyer pas mal de candidatures. C'est une réalité aussi quand on fait une recherche d'emploi et c'est pas pour ça qu'il faut forcément se questionner sur son CV, ou en tout cas pas trop. Ça peut être une source de stress, ça peut être vraiment décourageant. Il y a souvent des hauts et des bas dans une recherche d'emploi, des grands espoirs, on se projette sur le poste et c'est important de se projeter aussi pour pouvoir être convaincant. Et puis il y a un refus ou il n'y a pas de réponse et donc c'est parfois une motivation qui est un petit peu fluctuante. Donc vraiment pouvoir se dire, intégrer cette notion-là dans la stratégie de recherche, peut-être ne pas faire que ça, avoir des plans B, que ce soit un poste pour des besoins financiers à côté, que ce soit une activité bénévole, histoire de rester en réseau, de pouvoir évoluer, pouvoir continuer à être actif aussi dans son projet. Et vraiment, organiser ça comme une phase de vie potentiellement longue et vraiment jauger votre temps d'investissement par rapport à cette recherche. Alors, cibler pour ne pas se disperser.
Ce qu'on voit beaucoup, c'est des candidatures qui sont envoyées un peu partout pour plein de niveaux de postes différents. Et là, forcément, c'est décourageant parce que souvent, elles manquent de pertinence et du coup, il y a peu de chances que vous ayez une réponse. Et puis, le jour où vous avez une réponse, si ça n'a pas été non plus ciblé et vraiment construit, c'est difficile ensuite d'être convaincant. Donc, c'est important vraiment de pouvoir cibler vraiment ou établir une série de critères qui sont pertinents par rapport à votre projet et votre profil. Pour certains, ça va être une zone géographique donnée. Voilà, moi, je suis en France, j'ai pas forcément la possibilité d'aller à l'international, donc ça doit être un poste qui est basé en France. Ça restreint déjà le champ des possibles. Ça peut être un type d'organisation. Vous cherchez plutôt une structure locale, vous cherchez une structure qui a quand même des connexions internationales ou même franchement internationales. Ça peut être une organisation avec un statut particulier. Voilà, ça, c'est un des critères possibles pour orienter vos recherches, selon toujours votre profil et votre projet. Ça peut être un type de statut. Voilà, moi, je démarre, j'ai pas forcément de grande expérience. Le salariat, ça me semble un peu compliqué. Ou je veux tenter quelque chose, mais sans être sûr. Ça peut être cibler des statuts de volontariat parce que ça correspond à votre projet du moment. Si vous avez une expertise spécifique, bien sûr, ciblez des structures qui vont accorder de l'importance et pour laquelle votre expertise va être pertinente. Souvent, quand on a une expertise donnée, ça réduit un champ des possibles de façon assez importante. Par contre, vous allez gagner en pertinence par rapport au poste auquel que vous allez viser. Alors, créer du réseau. Alors moi, quand on me disait ça, quand je démarrais mes recherches de poste, je savais jamais trop ce que ça voulait dire. Et voilà, c'est vraiment plus tard que j'ai réalisé l'importance. Alors, créer des réseaux, c'est pas trouver la bonne personne qui va dire « Allez, viens, je te trouve un petit poste ». C'est pas ça. C'est vraiment entrer dans une communauté, échanger avec les gens pour, voilà, à nouveau, on vient à l'étape 1, mieux affiner votre connaissance du secteur, cerner des subtilités, vraiment comprendre le langage, comprendre les critères de recrutement, comprendre vraiment comment ça se structure et par quelles étapes il faut passer. Donc ça passe par des événements du secteur solidaire. Je pense que vous êtes aujourd'hui, vous allez pouvoir commencer ou continuer votre réseautage. Donc des salons, des webinaires, des événements des ONG. Il y a pas mal de structures aussi qui font des journées portes ouvertes, des réunions d'information en ligne ou en présentiel. Et puis ne pas hésiter à prendre contact avec des personnes du secteur via LinkedIn, via des connaissances, de dire voilà, j'ai ce projet-là, est-ce que vous seriez disponible pour parler 10-15 minutes de ce que vous faites, etc. Souvent, les gens sont très contents de parler de ce qu'ils font. Donc, je pense qu'il faut vraiment ne pas hésiter à passer parfois cette barrière de timidité. Au pire, vous prenez un vent, vous avez un grand silence, mais souvent, ça fonctionne et c'est une bonne façon aussi d'entrer en lien, d'avoir des petits conseils, ou avoir des infos sur il y a telle structure aussi, tiens, je la connaissais pas. Donc voilà, élargir vraiment votre champ de connaissances et sentir que vous n'êtes pas seul et pouvoir être soutenu aussi dans votre recherche. Juste pour ajouter sur LinkedIn et l'utilisation de LinkedIn, je pense qu'il faut pas trop avoir une démarche agressive de contacter les gens en leur disant vous auriez pas un poste pour moi. Ça, je pense pas que ça marche. En revanche, faire des enquêtes métiers plutôt. Donc, c'est-à-dire contacter des gens en disant « Ah, j'ai vu votre profil, j'ai vu votre parcours, ça me parle, moi j'ai fait la même école que vous. » Ou alors, au contraire, je n'ai pas fait la même école, mais je rêverais d'avoir le poste que vous avez. Est-ce que vous auriez un moment à m'accorder ? Ça fonctionne bien. Et quand vous créez un réseau avec une communauté sur LinkedIn, vous allez voir systématiquement les posts de ces gens-là. Donc, ça va vous faire rentrer aussi, ça rejoint ton point 1, sur de quoi ils parlent, ces gens-là, quelles sont les news dans ce secteur-là. Et donc, vous allez aussi voir des offres d'emploi, parfois, qui sont publiées, qui sont transmises par ces gens-là. Donc voilà, ça vous fait rentrer en connexion et potentiellement c'est des gens que vous allez retrouver un jour en process de recrutement, donc ça peut toujours être un plus. Cinquième étape. On rentre dans le dur. Voilà, affûter sa candidature selon la cible. Alors vous voyez qu'on parle de CV, lettre de motivation en 5e étape, alors c'est pas pour ça qu'on peut pas travailler dessus avant, bien sûr. Mais ce qu'on a l'habitude de dire à Bioforce, je sais qu'il y en a certains dans la salle qui vont reconnaître, généralement quand c'est clair dans la tête, c'est plus facile de le mettre sur papier. Donc ceux qui se conçoivent bien s'énoncent clairement. Souvent, moi quand je travaille aussi sur des CV, je vois que quand c'est pas clair, que le projet est pas clair, le CV il tient pas la route, on n'est pas content, on se dit tiens ça me correspond pas.
Donc c'est souvent le signe qu'il y a encore des questions à élucider, une connaissance du secteur à affiner, une connaissance de son propre parcours et de ses compétences aussi à affiner, ou simplement le cap en fait qui est pas encore très clair. À ce moment-là, parfois c'est bien de se dire je mets mon CV sur le côté, je continue à travailler mon projet et puis petit à petit ça va s'éclaircir. L'idée c'est que votre CV il va cibler vos compétences, vos atouts par rapport à un poste, donc par rapport à une cible donnée. Si votre cible vous ne l'avez pas encore, que ce soit une cible plus générale ou idéalement vraiment un poste précis, ça va être compliqué ensuite de construire quelque chose qui va être pertinent. Juste pour compléter sur le CV, le tri de CV, il se fait parfois par l'IA ou des logiciels de recrutement. Donc là, si votre CV il est pas clair, vous allez être éliminé. Quand il se fait par l'humain, on passe quelques secondes par CV parce qu'on en reçoit des centaines, donc on n'a pas beaucoup de temps. Si très vite, je comprends rien à ce que vous avez fait, alors si vous êtes dans un créneau où il y a vraiment peu de candidats, je vais aller sur votre profil LinkedIn en me disant il y a peut-être quelque chose d'intéressant, mais j'ai rien compris. Ça démarre quand même mal, parce que si on comprend pas, voilà. Mais des fois, on va aller faire l'effort d'aller sur le profil LinkedIn. La plupart du temps, si en quelques secondes, on n'a pas compris qui vous êtes, même si vous avez les compétences, vous allez être éliminé. D'où l'importance de vraiment avoir un CV qui est vraiment très clair. Du coup, que la forme soit... que vous portiez autant d'attention à la forme qu'au fond, effectivement, et que la forme puisse traduire vraiment ce que vous avez sur le fond. Ne pas hésiter aussi à faire plusieurs CV pour les personnes, assez spontanément, pour les personnes qui ont parfois plusieurs cordes à leur arc et qui ne savent pas forcément comment les structurer. Ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez ne pas hésiter à faire en disant tiens, par exemple, ceux qui ont une expertise thématique et qui pourraient être à la fois pertinents sur des postes pour lesquels cette expertise est vraiment demandée, de miser là-dessus, mais qui ont par exemple peut-être aussi des compétences plus transversales ou en coordination de projet, etc. Avoir un CV peut-être où on met peut-être moins l'accent sur la thématique, mais plus sur ces compétences-là. Il y a parfois des personnes qui ont 4 ou 5 CV selon les différentes cibles qu'elles visent. Tant que c'est cohérent, que ça a du sens et que vous vous y retrouvez dans ces différentes pistes, c'est important de pouvoir aussi les varier et ça témoigne de la nécessité de présenter les choses de façon différente selon votre cible. Alors, vas-y. Sur le CV, question CV original, pas original. Si vous êtes dans la com, dans la créa, je sais pas quoi, allez-y sur du CV original, vous pouvez y aller. Si vous êtes chef de projet, vous êtes en finance, RH comme moi, admin, je ne sais quoi, non, faites pas de l'original. Du noir et blanc, c'est très bien. Évitez les couleurs claires, du genre, vous écrivez en beige sur blanc, on n'y voit rien en fait, donc non. Encore une fois, on passe vraiment très peu de temps par CV, donc facilitez la tâche du recruteur. Là, j'ai fait un tri de CV, j'avais plus de 110 CV. Dans ma shortlist, dans ma longue liste, j'ai un CV, j'ai eu du mal à trouver le numéro de téléphone. Si vous voulez être appelé, il faut qu'il y ait votre numéro de téléphone dessus. Et il faut qu'il soit visible, pas dans la deuxième page. Ça m'amène au deuxième point, CV en une page ou pas. Si vous postulez dans le secteur de la solidarité internationale, on a l'habitude de CV internationaux. Donc des CV à rallonge. On a des fois des CV de 10 pages, ça arrive. Donc 2 pages, c'est tout à fait OK. Plus que 2, ça commence à être beaucoup. Si vous avez vraiment des choses très pertinentes, ça peut valoir le coup, mais sinon, 2, c'est bien. Surtout si vous avez un grand parcours, n'essayez pas de tout faire rentrer en une page, parce que du coup, on n'y comprend plus rien non plus. Donc non, il vaut mieux utiliser 2 pages, mais avec des infos pertinentes, que de tout rassembler en une page. En revanche, les étudiants, vous n'avez absolument pas le droit d'avoir 2 pages. C'est impossible. Et dernière question sur le CV, photo, pas photo. La photo ne va servir qu'à vous desservir, dans tous les cas. À moins que vous postuliez pour des postes de mannequin, d'acteurs, actrices, voilà. Sinon, donc, dans le secteur de la solidarité internationale, la photo ne viendra que à votre désavantage. Donc, pas de photo.
Pas besoin d'expliquer pourquoi, si. Parce que vous êtes ou trop vieux, ou trop jeune, ou trop coiffé, ou pas assez coiffé, ou la lumière elle est pas bonne, vous faites une grimace dessus, c'est en mode selfie, vous étiez à la plage. Non. Restons professionnels sur le CV, pas de photos. Alors, c'est pas pour ça que parce que vous mettez une photo, vous n'allez pas être pris. Non. Mais en tout cas, voilà, c'est pas une règle, mais c'est, voilà, comme disait Estelle, c'est pas forcément, ça va pas ajouter quelque chose de plus de mettre une photo. Et une dernière chose sur le CV, ne pas hésiter, comme on parle de pertinence, l'idée d'un CV, c'est pas d'être exhaustif sur votre parcours, de lister l'ensemble des choses que vous avez fait. C'est vraiment de pouvoir sélectionner ce qui est pertinent, ne pas hésiter à donner un petit peu plus de place à certaines choses, un petit peu moins à d'autres. Voilà, ça c'est de nouveau la forme qui va servir le fond. Mais ce qui est important, c'est vraiment cette pertinence. Un petit mot sur, peut-être un plus long mot sur la lettre de motivation, parce qu'il y a souvent pas mal de questions là-dessus. La lettre de motivation, alors on n'est pas forcément toujours d'accord sur la question. Certains l'utilisent encore, d'autres ne la lisent pas, donc souvent elle est demandée pour les candidatures, parfois pas. Donc la règle, bien sûr, c'est si une lettre de motivation est demandée, bien sûr, il faut en fournir une. C'est vraiment l'idée, c'est que c'est un coup de projecteur sur vos compétences et vos motivations. Donc il y a la stratégie un peu à l'ancienne où on continue à lire les lettres de motivation et où là du coup c'est nécessaire d'élaborer quelque chose de plus personnel. Alors quand je dis personnel, c'est parler de choses qui sont propres à vous, à votre parcours, à ce qui vous anime. Ça sert à rien d'aller écrire en long en large tout ce qui est indiqué sur le site internet de l'organisation. L'organisation, elle est parfaitement au courant de ce qu'elle fait, mais c'est plutôt voir les liens avec votre parcours, là où il y a des connexions qui peuvent se faire, en quoi vous allez être pertinent. Qu'est-ce qui vous motive dans l'approche de l'organisation, dans son projet, dans sa mission, les expériences que vous auriez déjà eues avec cette organisation-là. Vraiment faire cette connexion. Garder un équilibre entre ce que vous dites de vous et puis ce que vous mentionnez de l'organisation. L'idée, c'est pas de dire moi. Et vraiment parler de ce qui vous anime et de ce que vous pensez nécessaire à transmettre pour éclairer votre candidature. Je suis sûre qu'Estelle a plein de choses à dire sur les lettres de motivation. Moi, je dirais il y a 4 points à retenir en fait dans vos candidatures avant de passer la main. C'est cette question de motivation, d'expliquer le pourquoi, le sens de votre démarche, de ce qui vous donne envie de rejoindre la structure. Peut-être aussi d'expliquer pourquoi vous avez fait une reconversion si c'est le cas. Bien mettre en évidence et votre savoir-faire et votre savoir-être. De pouvoir utiliser aussi le langage du secteur quand vous parlez aussi du savoir-être, illustrer ces éléments-là. Moi, je vois beaucoup de CV où tout le monde met un peu les mêmes savoir-être, type adaptabilité, gestion du stress. Ne pas hésiter dans votre lettre, quand il y en a une, d'expliquer qu'est-ce que vous voulez dire par là, donner des exemples. Ça peut tenir en une ligne, c'est pas non plus raconter un roman, mais expliquer qu'est-ce que l'adaptabilité veut dire pour vous, qu'est-ce que la gestion du stress veut dire pour vous. Et toujours garder en tête cette idée de fil rouge, donc de cohérence entre votre passé professionnel, le présent, pourquoi vous êtes là, pourquoi vous candidatez, et puis votre projet futur, pour pouvoir dérouler vraiment une logique et un sens dans la façon dont vous vous présentez. J'ai vu une grimace quand tu as dit qu'elle n'était pas toujours lue. Alors, en général, en fait, les lettres de motivation, moi, je ne les lis que si le CV est bon. En tout cas, si le CV correspond plus ou moins. Et c'est selon, évidemment, le nombre de candidatures. Parce que si j'ai déjà 10 candidatures qui sont pile dans le mille, je ne vais pas aller chercher des candidatures qui sont un peu moins dans le mille. Et donc, je ne vais pas aller regarder les lettres de motivation de ces candidatures-là. Il y a encore des recruteurs qui regardent toutes les lettres de motivation. Je suppose que ça existe. Mais c'est assez peu probable que votre lettre de motivation vous permette d'accéder à des entretiens alors que votre CV ne colle pas avec le profil, a priori. À part si vraiment on est dans un métier hyper pénurique. Et il y en a encore, mais bon... Ouais. Sur la lettre de motivation aussi, la deuxième raison pour laquelle je les lis très peu ou très en diagonale, c'est qu'en général, on va pas se mentir, elles sont nulles. Donc, c'est pour me dire, comme vous verrez dans mon CV, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Ben oui, merci, j'ai déjà regardé le CV en fait.
Donc, c'est pas la peine de me le redire dans la lettre de motivation. Ce que je voudrais dans la lettre de motivation, c'est savoir pourquoi vous avez postulé. C'est le mot motivation. Quelles sont vos motivations? Pourquoi vous postulez? Donc, à la fois, pourquoi ça vous intéresse? Alors, j'ai des réponses. Ça m'intéresse parce que j'ai le profil. Oui, mais encore. C'est pas parce qu'on a le profil qu'on... Voilà, il faut expliquer pourquoi. On va en revenir parce que, évidemment, ça sera une question dans les entretiens. Et dernier point sur la lettre de motivation, attention à l'utilisation de l'IA. C'est très facile aujourd'hui d'avoir des super lettres de motivation très bien écrites et sans faute d'orthographe. Donc je vous conseille d'ailleurs, si vous n'utilisez pas l'IA pour écrire vos lettres de motivation, au moins demander à ce que ChatGPT ou je ne sais qui corrige les fautes d'orthographe. Ça, c'est quand même le minimum. Après, là, j'ai fait, donc je disais, du street CV, j'avais 110 candidatures, j'ai dû lire une petite vingtaine de lettres de motivation. J'ai trouvé exactement la même phrase, mot pour mot, dans 2 lettres de motivation de 2 candidats différents. Donc, j'ai demandé à ChatGPT, est-ce toi qui as écrit ça? Et il m'a répondu, non, c'est pas moi, mais c'est une IA. Donc, utiliser l'IA, oui, avec parcimonie, parce qu'attention, si tout le monde fait ça, nous, on n'a que des lettres de motivation qui se ressemblent et qui sont toutes les mêmes. Donc, ça vous fait pas gagner des points, on va dire. Ça vous en fait pas forcément perdre, parce qu'on le sait, c'est le jeu maintenant, mais ça vous en fait pas gagner non plus. Une fois qu'on vous a appelé, qu'on vous propose un entretien d'embauche, comment se préparer aux entretiens? Yes. Alors, évidemment, il y a la partie préparation. C'est la même chose que sur la partie CV, lettre de motivation. Bien relire l'annonce, savoir pourquoi vous êtes là. Mais malheureusement, ça arrive, hein, je le précise. Ça arrive. Connaître son CV sur le bout des doigts. Alors évidemment, si vous avez 55 ans, que vous avez eu un parcours de fou, vous vous rappelez plus en quelle année vous étiez à tel endroit et tout, ça, c'est pas un souci. Mais par contre, vous avez les grandes lignes de votre propre parcours. Donc, même si vous n'avez pas toutes les dates, vous aviez à peu près les grandes lignes. Avoir réfléchi à ses motivations, je vais en reparler dans le détail, j'arrive. Consultez le site internet de l'ONG, vous devez savoir chez qui vous arrivez, parce que c'est peut-être votre futur employeur. Donc, voilà, vous devez savoir qui est là en face de vous. Potentiellement, vous avez pu faire des recherches aussi sur les réseaux sociaux. Je parle surtout de LinkedIn, hein, parce que c'est le réseau social pro, sur le nom de la personne avec qui vous avez un entretien, voir le parcours qu'il a, etc. Choisir sa tenue vestimentaire et être à l'heure, ça, on va donc détailler tout ça. Non, en fait, je vais le détailler maintenant. Je me rappelais plus ce que j'avais mis dans mes trucs. Pardon. Sur la tenue vestimentaire, vous avez vu dans ce salon qu'on est assez peu formel. Des costards cravates, on n'en a pas trop vu. Donc venez pas forcément en costard cravate si vous voulez être log sur le terrain, parce que là il y a un énorme décalage. Et on va se poser la question de cette personne, c'est elle où elle met les pieds? A priori non. C'est comme si vous alliez à un entretien d'embauche dans une banque avec des baskets. Ça ne marchera pas. Qu'est-ce que je voulais dire? Être à l'heure, oui, bon, ça, voilà, c'est assez clair. Le déroulé de l'entretien, généralement en France en tout cas, ce qui n'est pas le cas chez les anglo-saxons, on commence toujours par la fameuse question « Présentez-vous ». Tout le monde l'a eu déjà, normalement. C'est une super question. Pas piège du tout. Vous avez 1000 ans pour vous préparer. Donc ça, c'est génial. C'est l'opportunité pour que vous disiez ce que vous avez envie de dire. C'est la seule question où vous êtes sûr à 100% de ce que vous dites, quoi. Et vous pouvez le préparer. Je vous invite vraiment à utiliser votre smartphone pour vous filmer en train de vous présenter. Alors, la présentation, c'est à peu près 3 minutes, pas 20. Ma vie, mon œuvre dans les détails, non. On n'a pas le temps. Donc, il faut vraiment se dire, imaginez, vous êtes coincé avec quelqu'un dans un ascenseur, vous avez 3 minutes pour dire qui vous êtes
et pourquoi vous êtes là. Donc, c'est vraiment des mots-clés. Donc, faites le lien entre l'annonce, votre parcours, et vous pouvez convaincre en 3 minutes. Moi, je suis convaincue que les meilleurs candidats en entretien, à la fin de cette première question, on sait si on va le prendre ou on va pas le prendre. J'ai coaché mon mari, je peux vous dire qu'il a eu le poste. Rien que grâce à cette question. Parce que vous orientez complètement dans la direction qui vous avantage, vous, bien sûr. En deuxième, vous allez toujours avoir la recherche d'informations sur le CV. On va vous poser des questions. Qu'est-ce que vous avez fait exactement ? Est-ce que vous pourriez expliquer ? Est-ce que vous pourriez donner des exemples, etc. Là, il y a une méthode qui s'appelle la méthode STAR, S-T-A-R, dans laquelle vous donnez la situation. Alors, à l'époque, j'étais coordinateur de projet au Bangladesh pour je sais pas qui, je faisais ci, ça. La tâche que vous aviez à accomplir, donc je sais pas ce qu'il y avait comme problématique, les actions que vous avez mis en place et le résultat. Et ça va vraiment donner de la profondeur à ce que vous racontez. Sinon, si vous restez sur du général, on ne sait pas ce que vous, concrètement, vous avez fait. Donc, utilisez bien cette méthode STAR. On va chercher des éléments sur votre personnalité. Normalement, j'ose espérer que vous n'aurez plus jamais à entendre « Donnez-moi 3 défauts, 3 qualités ». C'est interdit par la loi, cette question. Enfin, par ma loi à moi, parce qu'elle ne nous apporte rien. Mais bon, potentiellement, vous pourriez l'avoir. Bon, dans ces cas-là, vous dites, en fait, 6 qualités. Les défauts, c'est défauts. Hein. Oh, trop rigoureux, trop motivé. Bon. Donc, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, mais préparez-vous au cas où, on ne sait pas. En général, ça va être des questions quand même un peu plus détournées, du style... j'ai vu dans votre lettre de motivation ou dans votre CV que vous aviez mis en avant la gestion du stress. Pourriez-vous me donner un exemple concret d'une situation où vous avez vécu un fort stress? Comment vous avez fait pour le gérer? Donc, c'est plus des situations un peu mises en situation... des questions, un peu plus mises en situation que vous risquez d'avoir. La compréhension du poste, donc ça, c'est surtout pour des profils un peu plus juniors, je dirais, où on pose ce genre de questions. Pour des profils plus seniors, on s'attend à ce que le candidat ait compris le poste avant qu'il arrive. Mais on va quand même vérifier s'il a compris qu'il y avait des déplacements, s'il a compris qu'il y avait du management d'équipe, je sais pas, de la représentation auprès des autorités. Donc, vous pouvez avoir le genre de questions qui peut même d'ailleurs venir dès le début. Qu'avez-vous compris de l'annonce ? Pareil, ça c'est facile parce que vous pouvez vous préparer à l'avance. Vous devez savoir y répondre. Qu'avez-vous compris de l'annonce ? Qu'avez-vous retenu de l'annonce ? Je crois qu'elle n'est pas très commune, mais elle arrive encore surtout sur des profils dits atypiques ou juniors. Voilà, où on ne sait pas si la personne, elle sait vraiment de quoi elle parle. Motivation, les fameuses. Alors souvent j'ai eu je suis motivée parce que j'ai le profil. Bon, ce n'est pas suffisant. Donc je vais vous donner une technique. C'est la technique des 5 pourquoi. Donc ça, c'est un travail préparatoire donc, que vous devez faire avant et de vous poser la question pourquoi ? Pourquoi est-ce que je veux faire ce poste ? Donc c'est pourquoi ce poste ? Pourquoi dans cette organisation ? Pourquoi dans ce pays-là ? Dans ce contexte ? Et ensuite, dérouler le fil. Donc par exemple... Attendez, je vais chercher un exemple. Je souhaite être chef de projet auprès des enfants des rues au Bangladesh avec, je sais pas moi, avec UNICEF. Ok. Et pourquoi ? Pourquoi vous voulez faire ça ? Parce que les enfants, c'est l'avenir, donc il faut vraiment
et ben, tout faire pour eux, pour construire un avenir meilleur, un monde meilleur, etc. Ok, pourquoi ? Pourquoi il faut construire un avenir meilleur ? Pourquoi il faut construire un monde meilleur ? Donc le pourquoi, il est sur votre réponse précédente. Pourquoi il faut construire un monde meilleur ? Mais sinon, le monde n'a pas de sens, en fait. On peut pas aller dans cette direction-là. Moi, je veux contribuer à ce que le monde s'améliore. En quoi c'est important pour toi ? Donc ça, c'est une autre manière de formuler le pourquoi. Pourquoi ? Mais ça peut être aussi, en quoi c'est important pour toi de contribuer à faire un monde meilleur ? Parce que moi, mes parents, ils m'ont vraiment transmis ça. Quand j'étais petite, avec mes parents, on donnait nos jouets au secours populaire, on donnait nos habits au secours populaire, on a été bénévoles, on distribuait les repas pour les personnes âgées de notre village, j'en sais rien quoi, en tout cas, voilà. Ok. Et en quoi c'est important pour toi de continuer ce que t'ont transmis tes parents ? Je vais pas aller jusqu'au bout, mais voilà, c'est 5 pourquoi. Évidemment, quand vous arrivez au bout, vous êtes sur un truc très personnel. Et ça, vous n'allez pas le dire au recruteur, parce que sinon, il va vous prendre pour un dingue et il va vous dire, on n'est pas en psychothérapie, là, on n'est pas là pour parler de votre relation avec vos parents. Mais quand vous allez revenir face à un recruteur et que vous allez parler de vos motivations, on va retrouver cette profondeur. Même si vous expliquez que le niveau 1 du pourquoi, je veux travailler pour les enfants des rues parce que ça a du sens pour moi de changer le monde parce que blablabla, ça va plus avoir une espèce de truc très superficiel. Voilà, moi, j'ai beaucoup entendu des candidats qui disent je veux aider. Et il y en a qui sont très mal à l'aise avec cette réponse. C'est pas une mauvaise réponse. Encore heureux que si tu viens dans la solidarité internationale, t'as un peu envie d'aider parce que sinon, va ailleurs, quoi. Mais pourquoi ? Donc donner un petit peu plus de profondeur à cette réponse-là. Ou dire je veux un boulot qui a du sens. Oui, mais quel sens ? Ou je veux un boulot en accord avec mes valeurs. Mais quelles sont vos valeurs ? Et là, il faut pouvoir être préparé, dire mais c'est quoi le sens au travail pour moi ? C'est quoi peut-être les 3 valeurs clés que je porte et comment j'ai envie de les mettre en œuvre ? Tout à l'heure, tu disais il n'y a pas de mauvaise motivation. Si. Il y en a. Alors moi, j'ai déjà entendu solidarité internationale, comme ça, je vais voyager. Va travailler dans le tourisme aussi, tu vas voyager. Hein, mais bon. Donc il y a quand même, j'ai déjà entendu des trucs. Alors de nouveau, c'est aussi l'honnêteté vis-à-vis de vous, et puis ensuite sélectionner ce que vous mentionnez aussi dans un contexte de recrutement. Et voir quelle est la place aussi que cette motivation a. Si c'est la seule, effectivement... là vous pouvez être mis en difficulté. Et si c'est une partie que vous êtes au clair avec ça, en sachant aussi que ça va peut-être pas être toujours possible et que ça peut avoir certaines contraintes, à ce moment-là, elle existe, vous la reconnaissez, et puis après vous en faites ce que vous voulez. Et puis en général, à la fin de l'entretien, on vous demande est-ce que vous avez des questions ? Si vous n'avez pas de questions, c'est vraiment très très mauvais signe. C'est pas complètement éliminatoire, mais en ce qui me concerne, c'est pas loin d'être éliminatoire. Ça dépend le type de poste. Mais pour moi, c'est impossible, si vous vous projetez dans un poste, que vous n'ayez pas de questions. Combien de personnes je vais manager ? Combien de pourcentage de temps je vais passer sur le terrain ? Et quels sont les enjeux que vous rencontrez concrètement ? Quels sont les objectifs du poste à court terme, à moyen terme ? Il y a forcément des millions de questions qui pourraient venir, en fait. Pourquoi le poste est ouvert ? Est-ce que c'était un départ ? Est-ce que c'est une création de poste ? Les priorités du poste en arrivant, le premier mois, sur quoi qu'est-ce que vous allez me demander en priorité ? Donc pour moi, un candidat qui n'a pas de questions, c'est un candidat qui ne s'est pas projeté et qui en a peut-être pas grand-chose à faire, qui est là parce qu'il y a de la lumière, quoi. Du coup, hop, je passe. Tac, j'avais tout écrit. En entretien, alors maintenant on fait beaucoup d'entretiens en visio, mais ça compte quand même. Le verbal,
dans la communication de manière générale, le verbal pur, c'est-à-dire les mots que vous utilisez, c'est 7% de la communication. Donc attention à votre non-verbal et à votre paraverbal. J'ai malheureusement eu une candidate qui était exceptionnelle, et je pense qu'elle était la meilleure des candidates, qui a été recalée par mon client à cause de son paraverbal. C'est-à-dire qu'elle avait une petite voix, elle parlait doucement, et en plus, elle parlait doucement à la fois dans le volume et dans le rythme. Et mon client a considéré que c'était une information qui montrait qu'elle n'avait pas de leadership. Bon, il a tort, il a pas tort, j'en sais rien. En tout cas, c'était son avis, c'est comme ça que ça a été pris. Et ça lui a beaucoup desservi. Alors que ce qu'elle disait, c'était parfait. Mais c'était la manière dont elle disait. Donc attention au rythme. À l'inverse, le plus souvent, ce qu'on a, c'est des candidats qui parlent hyper vite. Or, on prend encore des notes. Alors, je pense qu'on est aussi de plus en plus nombreux à ne plus prendre de notes pendant les entretiens parce qu'il y a eu une IA qui enregistre et qui nous fera le compte-rendu après. Mais on est quand même encore nombreux aussi à prendre des notes. Et donc, si vous allez trop vite, on n'a pas le temps, c'est pénible. Aussi, on n'a pas le temps de suivre. Trop fort, pas assez fort. Voilà. Pensez à ça. Et au niveau corporel, voilà, les candidats qui passent tout l'entretien comme j'en ai vu, hein, mais ça donne pas un signe d'ouverture, de je vais vers l'autre, je suis dans la communication. Comme je fais beaucoup d'entretiens en visio, j'ai aussi des candidats qui font des visios depuis leur lit. Ça se voit qu'il y a des oreillers. Ça se voit que vous êtes couchés. Ne faites pas ça. S'adapter à la culture, je crois qu'on en a déjà pas mal parlé. Je ne vais pas revenir dessus. Et après l'entretien, n'hésitez pas à envoyer un mail suite à l'entretien. Oui, ça fait un peu lèche-botte, mais c'est tellement rare que ça laissera quand même une bonne impression. Ça peut être un mail donc juste pour remercier. Ça peut être un mail aussi pour dire sur le moment j'ai oublié de poser telle et telle question, ou je me suis rendu compte que j'ai oublié de vous parler de tel truc et je me suis dit après mince, profitez-en. Juste après l'entretien, généralement la décision elle n'est pas prise le soir même. Des fois ça arrive mais c'est rare, donc profitez-en, vous avez encore une toute petite marge de manœuvre pour rajouter une info si vous avez oublié pendant l'entretien. Et n'hésitez pas de relancer si vous n'avez pas de réponse. J'ai appris encore qu'il y a des recruteurs qui ne donnent jamais signe de vie suite à un entretien, c'est catastrophique. Donc vous pouvez les harceler jusqu'à ce qu'ils vous donnent des réponses, ils vous la doivent. Gérer son stress en entretien, ça c'est terrible. J'ai aussi une super candidate là, il y a quelques années, il n'y a pas très longtemps d'ailleurs, pour un poste de DAF, donc gros poste. Elle a perdu ses moyens en entretien et en fait elle a été recalée à cause de ça. Alors elle avait en face d'elle un concurrent qui était très très fort aussi, mais moi mon client m'a dit mais c'est pas possible, on peut pas avoir une DAF qui gère pas de stress parce que quand on est DAF on a un tout petit peu de stress quand même à gérer. Donc, attention à votre gestion du stress. Être super bien préparé. Si vous connaissez tout ce qu'on vous a dit, votre CV, vos motivations, etc., il n'y a pas de raison que ça se passe mal. Relativisez, parce que vous ne jouez pas votre vie sur un entretien. Si celui-là, il ne marche pas, il y en aura un autre qui marchera. Et alors moi, j'aime bien avoir une formule magique. Bon, pour les plus anciens qui sont dans la salle, peut-être qu'il y en a qui auront reconnu Musclor. Ouais, merci. Donc Musclor, c'était un dessin animé des années 80. Et Musclor, il avait une épée comme ça. Tu la connais ? Ouais. Donc il avait une épée, puis il montait son épée et ça le faisait transformer en Musclor justement. Et il avait une formule magique qui disait par le pouvoir du glaive ancestral, je détiens la force toute puissante. Et du coup, il se transformait, tout ça. Et son chaton se transformait en tigre, tout ça. Bon, c'était super. Moi, j'utilise cette formule. Alors, je prends pas une épée pour le faire, mais je serre le poing, comme ça.
Et je me dis, je détiens la force toute puissante. Et voilà, ça me met dans un mood de, allez, j'y vais, je suis forte, j'ai tout préparé. Et puis, voilà, advienne que pourra. Donc, trouvez votre formule magique. C'est peut-être pas Musclor, c'est autre chose. Trouvez ce qui vous convient pour vous rappeler que vous avez de la force, du courage, et pour vous aider à passer ce moment. Et j'ajouterais aussi qu'un entretien de recrutement, c'est pas un jugement sur votre parcours, c'est pas une évaluation de votre vie, c'est une rencontre à un moment donné pour voir s'il y a des intérêts qui peuvent converger. Donc voilà, dites-vous que vous avez une curiosité nécessaire aussi, vous avez le droit de poser des questions, de comprendre, vous êtes aussi en position d'évaluer si le poste vous convient. Donc voilà, peut-être mettre un petit peu une vision d'égalité en fait dans cette rencontre, en se disant que voilà, vous aussi, vous avez le droit finalement d'évaluer si en face de vous, il y a une organisation qui peut vous convenir. Ça permet d'enlever aussi un petit coup de pression. Tout à fait juste, effectivement. Et j'ai déjà entendu des candidats qui m'ont dit, suite à l'entretien, je ne souhaite pas continuer le processus de recrutement. Bien sûr. C'est effectivement une rencontre. Hein. Voilà. On a à peu près tenu le temps. Du coup, on va ouvrir sur vos questions. Je pense qu'il y a des bénévoles normalement qui ont des micros qui peuvent circuler. On a eu 2 sons de cloche très différents en ce qui concerne les lettres de motivation, donc peut-être qu'il y aura du débat dans la réponse. Est-ce que pour vous, on doit davantage mettre en avant nos compétences qu'ils ont peut-être sur le CV, mais en expliquant en quoi, selon nous, elles répondent aux besoins annoncés dans le poste, ou est-ce qu'on devrait plutôt à peine les mentionner et se concentrer sur les motivations ? Voilà. Les deux, mon capitaine. Il faut parler des compétences et des motivations dans la lettre de motivation. De manière du coup succincte. J'ai déjà eu des lettres de motivation de 2 pages, si elle est bien faite. Et celle-là était extrêmement bien. J'ai failli... mais après, la présentation était tout bouclée, tout ça, donc je ne pouvais pas vous la rajouter. Mais elle était extrêmement bien faite, avec des titres et des paragraphes. Ce qui fait que même si on n'avait pas le temps de lire toute la lettre, rien qu'en lisant les titres, je savais de quoi elle parlait. Donc ça m'a donné envie de tout lire. Mais elle était vraiment très, très bien faite. Des titres de chapitres et des petits paragraphes de 3 lignes. Voilà. Et il n'y a pas de débat, je valide tout à fait la réponse d'Estelle là-dessus. Bonjour déjà, merci pour votre intervention. Moi j'avais une question au niveau du CV. Je voulais savoir si vous nous conseillez, c'est peut-être un peu dans le même registre que la photo qu'on doit mettre, du coup on ne doit pas la mettre. Mais est-ce que par exemple lorsqu'on parle de tout ce qui est bénévolat, etc., est-ce que vous nous conseillez de mettre des logos d'associations étant donné que, vous l'avez dit, que vous passez très rapidement les CV, est-ce que parfois ça peut retenir plus rapidement l'attention? Et deuxième question aussi, là dans le cadre de recherche d'emploi, de stage, etc., à l'international, est-ce que vous conseillez de faire un CV en anglais directement, même à des ONG où on va parler en français, ou voilà, quelle langue vous nous conseillez d'utiliser, même quand on parle à des personnes françaises? Sur les logos, il y a des candidats qui utilisent les logos des ONG au lieu de mettre le nom de l'ONG, par exemple, ou de l'employeur, peu importe. C'est pas mal, ça peut donner un peu de couleur et voilà, ça peut être bien. Faut pas juste que ça surcharge trop le CV. Donc s'il y a beaucoup d'infos et qu'en plus vous avez utilisé de la couleur, du gras, du surligné, du machin et tout, ça fait trop. Visuellement. Donc voilà, si vous faites un CV très sobre, pourquoi pas rajouter des logos, ça peut être sympa. Sur la langue, ça dépend pour quel type de poste, mais si vous postulez dans une ONG internationale et pour un poste à l'international, l'anglais c'est tout à fait bon. Même si on parle après en français avec le recruteur, ouais. CV en anglais... Ouais, vous pouvez, ouais. Ok.
Une petite règle, ça peut être aussi répondre dans la langue de l'annonce. C'est-à-dire qu'on peut avoir des postes, même pour une structure francophone, qui met une annonce en anglais. Là, c'est un sacré indice de dire attention, maîtrisez l'anglais, même si c'est pas forcément mentionné dans l'annonce. Donc, en tout cas, si vous postulez en anglais pour un poste en français, ça va pas être, en général, pas exclusif s'il y a une dimension internationale. Par contre, si l'annonce est en anglais, répondre en français. Alors, c'est pas forcément mal vu, mais montrer déjà vos compétences en anglais quand c'est demandé, ça peut être intéressant. Donc, la langue de l'annonce, moi, ça me semble être une bonne règle à suivre. Dans mon cas, là, c'était plus pour les candidatures spontanées. Enfin, j'ai pas précisé, mais du coup, je pense que l'anglais, c'est mieux dans tous les cas. Si c'est pour de l'international, c'est bien. Merci. Normalement, les recruteurs sont capables de gérer les deux. Allô ? Vous m'entendez ? Non, qui parle ? Ah, oui. Ouais. Bonjour. C'était pas le micro n'était pas en marche. Je voudrais juste rebondir justement sur le sujet de la lettre de motivation. Ça résonne un peu, ça va. Alors moi, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps dans un forum d'emploi où en fait c'était une start-up qui vient de créer ça. C'est, vous savez, le CV vidéo. Alors, ça peut être intéressant, mais après, est-ce que c'est intéressant de le mettre en place ? Parce que c'est un petit CV vidéo qui se met après sur un petit QR code que vous pouvez mettre sur le CV aussi. Ouais. Et est-ce que l'ESS est ouverte à ce genre de choses qui peut, je ne dis pas enlever la lettre de motivation, mais qui peut quand même avoir une petite différence sur le fait que vous avez carrément en fait la personne en vrai qui peut après remettre bien les 5 pourquoi, toutes les motivations qu'on peut, mais dans un CV, directement, est-ce que ça peut être une petite touche en plus ? Est-ce qu'on peut enlever la lettre de motivation ou on reste quand même sur la lettre de motivation et c'est un petit plus ou Si la lettre de motivation est demandée, il faut une lettre de motivation. Si elle n'est pas demandée, effectivement, la vidéo, je trouve que c'est bien. En candidature spontanée, la vidéo, c'est top. Oui, je suis plutôt dans le même sens. Ouais. Et alors, en sachant qu'il y a des structures qui seraient peut-être intéressées de l'ouvrir, mais sans forcément avoir pensé à l'idée. Donc, je garderai en tête que c'est un plus par rapport à l'exigence minimale qui est demandée. Moi, j'étais dans une organisation, on recevait parfois des CV comme ça, et effectivement, c'était un peu, c'est surprenant, donc ça démarque. Au bout du 200e mais il faut CV. répondre à la demande quand même au minimum, quoi. Bien sûr. Ouais. Mais voilà, 2 minutes max. C'est en train de... je trouve ça intéressant et pertinent. Bonjour, déjà, merci pour la présentation. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'était par rapport à la candidature spontanée. Est-ce que vous pensez que, vu où on se retrouve actuellement en 2025, est-ce qu'il y a vraiment encore un but d'en faire ? Ou est-ce qu'il vaut mieux vraiment répondre aux annonces où il y a encore des annonces cachées, j'ai envie de dire ? Nous, ce qu'on entend en tout cas dans notre réseau, c'est que souvent les candidatures spontanées, alors c'est pas forcément, en plus il n'y a pas forcément un lien pour les mettre. En tout cas, pour les structures qui ont des grosses équipes recrutement avec un process bien rodé, souvent la candidature spontanée, c'est ce qu'on lit de temps en temps en fin de journée quand on a un peu de temps. Et voilà, ce qui arrive quand même assez rarement. Et en plus, il faut que, il faut qu'il y ait une rencontre entre un besoin et et votre candidature. Donc, dans le secteur, c'est pas ce qui est le plus conseillé généralement. Si vous avez le choix entre répondre à une annonce ou une candidature spontanée, sans hésiter, c'est répondre à une annonce. Pour les plus petites structures, moi, j'ai déjà entendu aussi des équipes qui disaient, nous, justement, on n'a pas le temps forcément de publier une offre et que donc, quand on a un besoin, on va d'abord regarder dans les candidatures spontanées des X derniers mois, peut-être parce qu'il y a moins de volume. Donc, ça peut être aussi une possibilité. Moi, je miserais pas trop dessus. C'est plus quand vous repérez une structure qui vous intéresse vraiment, qui n'a pas forcément d'offre, c'est une petite structure, vous dites, ça mange pas de pain d'en envoyer une et puis de voir ce qui se passe. Mais pour moi, ça doit pas être la stratégie de recherche principale parce que c'est pas un secteur où ça... On va dire quand on a du temps en plus, quoi. Voilà, par exemple. Ou vraiment, comme je disais, une structure où vous dites, tiens, ça m'intéresse, mais ça fait un moment que je vois pas de poste. Je vais quand même manifester mon intérêt d'une certaine façon. Éventuellement, en contactant quelqu'un qui y travaille pour poser quelques questions. Mais voilà, ça doit être un petit pourcentage, je pense, de votre stratégie.
Et dans ces cas-là, la candidature spontanée, elle doit être hyper ciblée, hyper pertinente. Je pense qu'il vaut mieux pas trop miser sur la quantité, mais sur la qualité. En tout cas, je rejoins ce que tu disais sur le fait que les recruteurs ne lisent pas peu les candidatures spontanées juste parce qu'on n'a pas le temps et qu'on a déjà suffisamment de candidatures qui arrivent en réponse aux annonces. Ce qui se fait aussi, c'est quand on reçoit des candidatures suite à une annonce, il y a des candidatures qui ne collent pas à ce poste-là et qu'on garde sous le coude pour éventuellement un autre poste. Donc on n'aura même pas besoin forcément d'aller voir les candidatures spontanées parce qu'on a déjà sur une annonce des candidatures qui ne collaient pas mais qu'on pourrait réorienter sur d'autres postes. Très bien, merci. Et ma deuxième question, c'était vis-à-vis de pourquoi les motivations dans la solidarité. Vous avez dit surtout ne pas dire voyager. Mais je suis d'accord qu'il y a un côté altruisme, bien sûr. Mais voilà, je pense que tout le monde va répondre je veux aider les gens. Dans un entretien d'embauche, ça ne va pas être très, très original. Ou si quelqu'un a une autre réponse, ça va m'étonner quand même. Et je pense qu'il y a aussi une partie égoïste, bien sûr, chez chacun de nous, vis-à-vis de la solidarité. Est-ce que ce n'est pas important de parler de cette partie-là ? Bien sûr, je pense bien le formuler. Pas dire je veux voyager, j'aime l'interculturalité, etc. Mais est-ce que ce n'est pas quand même un critère très important à présenter quand on nous demande nos motivations dans la solidarité ? Alors, si effectivement tu souhaites aller à l'international, il faut avoir envie de voyager. Donc oui, bien sûr, et d'aller dans certains pays, etc. Donc oui, c'est évidemment un élément de motivation. C'est la manière de le dire. J'ai un exemple très concret qui me vient là d'une expérience avec pour un profil psy. Pour un poste de chef de projet psychosocial dans une ONG, c'était en Côte d'Ivoire. Et la candidate, elle me dit, je postule je suis là parce que je veux aider. Je dis, en tant que psy, vous pouvez aider en France, pourquoi aller à l'étranger ? Donc là, elle me dit, accrochez-vous, elle me dit, aller à l'étranger, aller à la rencontre de l'autre, c'est aller à la rencontre de soi-même. J'étais là, what ? Donc vous postulez pour un poste en Côte d'Ivoire pour aller à la rencontre de vous-même ? Elle me dit non, c'est pas ça que je voulais dire. C'était ça qu'elle avait dit quand même, quoi. Donc c'est juste la manière de le formuler. Heureusement que si tu postules à l'étranger, t'as envie d'aller à l'étranger, sinon c'est à côté. Mais c'est la manière de dire les choses. Ou de voyager, mais pourquoi ? Pour y trouver quoi ? Et du coup, ça rejoint un peu les différentes couches en fait, de motivation. Quand moi j'ai commencé, donc il y a 20 ans, on disait souvent, il y avait une très forte vigilance des recruteurs sur les candidats qui souhaitent partir pour fuir quelque chose en France. Voilà. Donc il y a une très forte vigilance là-dessus. Très bien, merci. Merci pour votre présentation. J'ai une question concernant l'entretien. Vous nous avez dit qu'il fallait se présenter pendant 3 minutes, mais pour une personne qui est en reconversion, est-ce qu'elle peut prendre plus de temps ou l'expliquer plus tard ou attendre qu'on lui pose les questions ? Merci. En général, la question « présentez-vous », elle arrive assez tôt dans l'entretien. Enfin, en tout cas, si elle doit arriver, elle arrivera au début. Même avec un parcours hyper long, on peut dépasser les 3 minutes, on peut aller jusqu'à 4 minutes et demie, mais au-delà de ça, non, c'est trop. Enfin, j'ai déjà eu des candidats qui se présentent pendant un quart d'heure. Le truc, c'est que moi, j'ai d'autres questions à poser, quoi. Donc, si on passe un quart d'heure par question, ça va pas marcher. D'où le besoin de synthétiser, même avec des parcours longs et des parcours atypiques ou sinueux. On peut résumer plusieurs expériences en une phrase. Et l'idée, c'est peut-être aussi de dire, après X années là-dedans, voilà ce qui m'anime, ce que j'ai développé, voilà ce qui m'anime, en se disant, si le recruteur est intéressé, il viendra creuser ce que j'ai fait, on pourra faire des liens par après. Mais effectivement, je pense que garder les 3-4 minutes, c'est important.
Dans le doute, vous pouvez aussi demander au recruteur est-ce que vous souhaitez que je développe plus tel aspect ou est-ce que c'est bon à ce stade? Vous pouvez même le dire dès le début, un truc du genre je vous propose de répondre à votre question en 3 minutes, mais si vous voulez que je développe plus, bien sûr, je pourrais développer ou quelque chose comme ça. Ou vous pouvez poser la question au recruteur quel niveau de détail vous souhaitez que je vous donne dans cette présentation. N'hésitez pas, c'est un dialogue, un entretien. Donc, si vous n'êtes pas sûr... Et c'est valable pour toutes les questions. S'il y a une question où vous dites ça pourrait être ça ou ça pourrait être ça, ne pas hésiter à dire, vous pourrez clarifier si vous attendez ça ou ça. Là. Si on a un entretien pour le même poste plus ou moins 2 années consécutives, je pense notamment au stage par exemple, et que par exemple on n'a pas été pris au premier entretien, est-ce que ça vaut la peine de mentionner pour montrer qu'on se souvient de l'expérience, que ça nous a marqué, ou est-ce qu'il vaut mieux s'abstenir? Non, pour moi, il vaut mieux le dire. Oui. Pour moi, ça... Et puis de nouveau, comment on le dit et qu'est-ce qu'on a envie de dire avec ça? Si c'est de dire, en fait, je reviens parce que je suis vraiment motivée pour telle et telle raison, ou j'ai réfléchi à tel aspect, ça c'est le top, vous m'aviez dit, et entre-temps, depuis 1 an, voilà ce que j'ai développé en plus, et pour moi, ça va dans le bon sens. Moi, j'ai été recalée mon tout premier entretien chez ACF parce que j'étais nulle en anglais. En fait, non, j'étais même super bonne, mais j'étais tellement en stress que la seule réponse que j'ai été capable de faire en anglais, c'est « My name is Estelle ». Voilà, le reste, j'y arrivais plus. Voilà. Et je les ai recontactés. Je suis partie en Inde quelques mois et j'ai bien travaillé mon anglais. Et ensuite, je suis revenue en disant « vous vous rappelez, j'étais nulle en anglais, maintenant c'est bon, je peux faire l'entretien en anglais ». Et après, j'ai été prise. Merci beaucoup pour cette réponse. Et j'ai une deuxième question sur un sujet différent. Il y a des chiffres récemment assez affligeants qui sont sortis sur la quantité de fausses annonces en France de manière générale. Est-ce que c'est une pratique qui se voit parfois malheureusement dans la solidarité internationale ou est-ce que ça y échappe majoritairement? Alors, qu'est-ce qu'on appelle fausse annonce? Moi, je dirais des annonces où en fait on publie en ayant déjà une visée sur quelqu'un en interne. Ça, oui. Est-ce qu'on appelle ça fausse annonce? Je ne pense pas. Non. C'est une vraie annonce, dans le sens où on ouvre et puis priorité à la personne en interne si elle convient. Après, sur les questions de fausses annonces dans le secteur, moi, j'ai pas du tout de vision là-dessus. Non, moi, ce que j'ai vu, par contre, c'est des gens qui se présentent comme des cabinets qui contactent des candidats alors qu'ils n'ont pas un mandat de l'organisation et qui ensuite vont, avec ces candidats, se rapprocher de l'organisation en disant « Tiens, moi, j'ai des candidats pour répondre à cette annonce ». Ça, je l'ai déjà vu, par contre. Je crois pas que ça marche, d'ailleurs. Merci. Bonjour, j'avais une question sur comment est perçu le fait qu'il y a des trous dans un CV, par exemple. C'est un peu une question en lien. Est-ce qu'il faut mettre également les expériences qui n'ont rien à voir avec le secteur de la solidarité internationale? Par exemple, si on a eu des expériences professionnelles, mais dans un tout autre domaine, où il vaut mieux clarifier le CV et mettre que ce qui est pertinent? Il vaut mieux mettre ce qui est pertinent et le détailler, et après avoir potentiellement une rubrique autre expérience, pour effectivement montrer que c'est pas un trou, c'est juste que vous aviez fait autre chose. Après, nous, dans le secteur de la solidarité internationale, les trous, ça nous fait pas trop peur, parce qu'on a un peu l'habitude. Donc, bon, je crois que c'est pas rédhibitoire, en tout cas dans le secteur. Moi, je dirais la question, c'est plutôt comment le présenter et puis se dire peut-être des expériences qui paraissent moins pertinentes, elles peuvent apparaître effectivement ailleurs. C'est pas la question on met l'expérience ou on la met pas, c'est peut-être où on la met, comment on la met, et se dire on peut aussi faire une rubrique avec expérience pertinente et puis comme disait Estelle, autre,
ou parfois se dire on met en une ligne une expérience qui est moins pertinente et une autre on va mettre 2-3 points de détail par exemple. Et pour les trous, à voir si ça doit être détaillé ou se dire en fait en entretien, si j'ai la question, je serai capable de répondre. Moi, je ne m'inquiéterais pas trop des trous, à moins qu'il y ait peut-être un trou de 10 ans, là c'est un peu questionnant, mais quand c'est des trous d'1 an, etc. Enfin, voilà, moi je pense pas que ce soit, comme disait Estelle, rédhibitoire. Par contre, effectivement, il faut être à l'aise pour l'expliquer. Qu'est-ce que vous avez fait? Parce que ça, vous aurez peut-être la question. Qu'est-ce que vous avez fait? Là, ça fait 2 ans que vous n'êtes plus en poste. Qu'est-ce que vous avez fait depuis 2 ans? Merci. Bonjour. Merci pour votre présentation à vous deux, je suis là. J'avais une question. Dans le cas où on se trouve dans plusieurs processus de recrutement en simultané, est-ce que de votre point de vue, il faut le dire d'entrée de jeu lors de l'entretien ou attendre un retour des recruteurs pour en faire part? Alors, ça dépend. Ça peut être un levier, quelque part, pour mettre la pression au recruteur. Donc, s'il le prend mal, ça va pas être en ta faveur. Mais parfois, ça peut aussi, ça sans arrière-pensée et tout, mais donner une indication au recruteur qu'il va falloir aller vite parce que voilà, toi, tu auras d'autres réponses et après, on va peut-être perdre la meilleure candidate. Donc, bon, ça dépend aussi où tu en es dans le processus. Si tu as juste envoyé une candidature, non, c'est pas la peine. Après, si tu en es déjà assez à avancer dans le processus de recrutement avec une autre organisation, ça peut valoir le coup de dire moi, je suis en attente d'une réponse. Votre processus, ça va durer combien de temps à peu près ou même à la fin d'un entretien, y aller au culot en disant c'est où la suite, c'est quand là, parce que moi j'ai d'autres trucs sur le feu, donc je pourrais pas attendre la cinglinglin, quoi. Tout dépend du profil, de la pertinence de la candidature et aussi de qui est en face. Ça peut avoir l'effet pour le recruteur de dire waouh, attends, il faut qu'on se dépêche parce qu'on veut pas perdre cette ressource, en tout cas pas maintenant. Peut-être qu'à la fin, on se dira c'est pas la bonne, mais en tout cas, on veut pas qu'elle abandonne le processus de recrutement tout de suite. Ou alors, à l'inverse, en disant elle nous met la pression, ça va être une chieuse, on va même pas aller au bout. Donc, il faut doser quand même. Et souvent, présenter les choses sous forme de questions, ça permet d'être un petit peu plus soft que de dire c'est pouvoir dire quelle est la durée que vous prévoyez pour le processus. Et puis aussi vous dire, si finalement le recruteur ne vous demande pas si vous êtes dans d'autres recrutements, il n'y a peut-être pas l'obligation au moment de l'entretien de le transmettre. Ça peut être quelques jours après, si vous n'avez pas de réponse, au moment où vous relancez en disant combien de temps est-ce qu'il faudra encore attendre, j'ai eu un choix à faire, enfin voilà, des choses un peu plus subtiles, quoi. Mais oui, vous tirez pas une balle dans le pied si vous n'avez pas une réponse positive aussi, hein. Parce que si vous attendez une réponse... et qu'elle est négative et que vous êtes tiré une balle dans le pied avec l'autre organisation, vous risquez de vous retrouver sans rien, quoi. L'honnêteté, c'est bien. Parfois, un petit peu d'omission, le temps c'est bien aussi. Bonjour, je suis ici. Ah voilà. J'avais une question pour vous. Quels sont, d'après vous, les 3 meilleurs canaux pour postuler à une offre d'emploi, pour la trouver déjà? Une offre, que ce soit sur LinkedIn, sur des groupes, sur les sites directement des ONG. Par quelle préconisation est-ce que vous pourriez nous donner, en fait? Coordination Sud. Alors, il y a effectivement ça répond à plusieurs choses. C'est-à-dire les plateformes, effectivement, c'est pratique parce que ça permet d'avoir un aperçu sur un certain nombre de postes. Après, toutes les structures ne postent pas sur ces plateformes-là. Donc moi, je pense qu'il faut varier un peu les canaux. Ça peut être démarrer sur ces plateformes-là, en ayant en tête plusieurs, pour être sûr d'avoir un aperçu un peu global. Quand même, aller faire une petite liste de structures qui vous intéressent, aller voir régulièrement, parce qu'il y a des structures qui ne postent pas toutes leurs annonces non plus sur ces plateformes.
Et Job That Makes Sense Et aussi. alors voilà, il y a les plateformes, Et de effectivement, plus en Relief plus Web, utilisées. Coordination Sud, et toutes les autres plateformes, France Générosité, Emploi ESS, pour les postes plutôt ESS. Effectivement, tu disais, j'ai loupé un petit... J'ai dit quoi? Job That Makes Sense. Voilà, ou Welcome to the Jungle, il y en a aussi pas mal, ça c'est tous les jobs à impact positif, histoire d'avoir une vue assez large. À l'international Relief Web, clairement. Ouais. Et sur LinkedIn aussi, il y a des offres de poste qui parfois ne se retrouvent pas aussi sur ces plateformes. Donc c'est voilà, pour maximiser une vision un peu globale et vraiment les pages carrières aussi des structures qui vous attirent particulièrement. Super, merci. Et j'avais une seconde question. Ne venant pas du milieu, est-ce que les processus de recrutement sont plus ou moins longs? Quelles sont les étapes? Est-ce qu'il y a des mises en situation qui sont demandées selon les types de postes? Quelles sont les caractéristiques d'une recherche d'emploi ou d'un recrutement? Les étapes classiques, c'est en général entretien RH, entretien managérial, ça c'est le minimum, donc ça veut dire 2. Souvent, il y en a plutôt 3 entretiens. Parfois, il y a des tests écrits, des mises en situation. Voilà. En gros, les... 2 ou 3 étapes généralement. Et puis Ouais. ça dépend, il y a des secteurs où c'est un entretien d'1 heure et c'est fait, d'autres où c'est plus lourd. C'est rare. Voilà. Ouais. Et puis le temps, le timing entre les étapes, alors là, ça dépend. C'est élastique. Des fois, en 2 semaines, on a tout bouclé. Et des fois... J'ai dû eu un process de 5 mois. Ah ouais. C'était un peu long quand même. J'ai eu le poste, mais bon. Faut la patience. Il faut. Je me suis demandé si c'était pas un test de persévérance. Merci beaucoup. C'est bon, on a fait le tour de vos questions. Ça tombe bien puisque le temps est écoulé. Voilà. Ouais. Merci pour votre Merci attention beaucoup. et puis on est dispo encore sur les stands si besoin. Merci.